Objectif réussite, votre rendez-vous consacré à l'économie sur Provence Azur. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce numéro que nous allons consacrer au sport et aux statistiques. Si vous êtes joueur de foot, que vous vous prenez pour Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, eh bien l'entreprise, la start-up que nous allons vous présenter pourra vous conforter dans vos certitudes ou alors, c'est souvent le contraire, d'ailleurs vous mettre les yeux face à la réalité. Il s'agit d'une entreprise qui s'appelle Sportback, qui revient du CES de Las Vegas, qui a été incubée ici, entre Marseille et Aix-en-Provence, dans notre région. Ces deux cofondateurs sont nos invités. Ils se succéderont, chacun leur tour sur ce plateau. Vous verrez d'ailleurs un petit reportage à la mi-temps de cette émission, justement pour faire le changement d'invité, que vous découvriez en images cette technologie. Gabriel Cohen, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'un des deux fondateurs avec Benjamin, qui viendra nous rejoindre tout à l'heure. On va voir avec vous la genèse de cette belle aventure qu'est Sportback. Alors, on va d'abord présenter la technologie. De façon très simple, vous êtes capable, sur une partie de football amateur, de five entre copains, dans un complexe qu'on connaît, et sur d'autres sports peut-être aussi, de fournir la statistique complète d'une partie, de la passe, du nombre de passes réussies, au nombre de dribbles réussis, à l'influence d'un joueur sur le jeu. C'est finalement des outils professionnels que vous mettez à la portée de tous les sportifs. C'est exactement notre ambition, c'est de rendre disponible à l'amateur toutes les stats du pro qu'on voit à la télé quand on regarde Canal+. Donc c'est exactement ce qu'on a voulu faire et c'est ce qu'on met en place aujourd'hui dans les soccer indoor ou dans le football amateur à 11. Donc on récupère toutes les statistiques physiques évidemment, distance parcourue, vitesse de pointe, mais surtout toutes les stats techniques. Donc c'est ce que tu viens de dire, passe réussie, raté, tir, duel, réussi raté, possession de balle. Et après, de ça, on en découle des statistiques collectives, donc comme par exemple l'influence du joueur dans le match ou l'influence du joueur dans son équipe. Voilà, c'est en ça que je disais que tous les Messi de quartier pouvaient avoir de mauvaises surprises parce qu'on connaît tous celui qui dribble trop et qui la donne pas à temps. Votre outil est capable finalement de donner cette information-là. Comment ça fonctionne? Tout simplement, vous mettez des capteurs sur les joueurs, sur le ballon C'est ça. Alors on fait les deux. Donc en fait, c'est un triptyque. On met un capteur sur le pied fort de chacun des joueurs. Donc il a une chevillère, il s'équipe avant le match. Ouais. Donc le droitier sur le pied droit. Voilà, sur le pied droit pour un droitier exactement. Il joue. Avec un ballon footback, donc on équipe également un ballon. Pendant le match, nous, on récupère toutes les informations dont on a besoin, donc entre les pieds de chacun des joueurs et le ballon. Donc ils communiquent entre eux, les joueurs communiquent entre eux également. Et en fin de session, donc le troisième point, ils se retrouvent donc sur un grand écran tactile, donc pour le football en salle, où ils récupèrent toutes leurs statistiques, les notations de chacun des joueurs, avec qui a été le meilleur joueur, qui a été le meilleur attaquant, le meilleur milieu de terrain, etc. Alors, on parlera tout à l'heure évidemment des possibilités d'expansion avec Benjamin qui sera sur ce plateau, mais on imagine tout de suite la force de l'outil. Tout joueur de five, de foot amateur, de foot de quartier même, rêve d'avoir ces statistiques, de voir le nombre de passes réussies. Donc, dans un premier temps, j'imagine que dans le monde du football, parce que c'est le sport de base que vous avez travaillé, il y a dû y avoir un engouement assez incroyable. Comment ça a été accueilli, cette technologie? Alors, on confirme qu'il y a eu un engouement, un double engouement en fait. Un engouement auprès des joueurs. Donc, clairement, tout le monde est féru de ces statistiques-là et tout le monde a envie de savoir finalement quelle a été son influence et s'il a été le meilleur ou pas dans le match et comment et pourquoi. Et le deuxième engouement, c'est en fait auprès des gérants de complexes de foot en salle. C'est ça qui est un peu plus surprenant voilà. en fait. Exactement, on a été surpris nous aussi parce qu'on allait faire le tour des salles au début de l'étude de marché et on s'est rendu compte qu'en fait les gérants de football en salle et les entraîneurs de football à 11 veulent ce type de techno et ils n'ont rien aujourd'hui de disponible qui leur permet de se différencier, d'avoir un service complémentaire. C'est ça, parce que du coup, vous, dans l'approche marketing du produit, vous dites aux gérants de la salle, les gars, vous allez avoir un outil exceptionnel qui va apporter un plus à votre service. On voit que dans les salles de five, on réfléchit beaucoup à ça. Il y a souvent des coins restauration, on peut regarder les matchs de foot, jouer à la console, rester après pour partager un verre entre amis. Et puis il y aura donc maintenant cette séance à la place de la séance vidéo, la séance statistique. C'est un vrai service en plus. C'est exactement ça. En fait, les gérants de complexes et les complexes aujourd'hui en France… qui se développent d'ailleurs. Ils se développent énormément et même un petit peu trop justement. Et donc il y a une proximité un peu trop importante entre les complexes. Et du coup, ils cherchent tous à se différencier. Voilà, donc ils apportent des services supplémentaires comme je nettoie le costard, j'offre des bières, je joue à la console. Et là, on apporte vraiment une expérience supplémentaire avec Footback. Ouais, puis donc du coup, ça s'adresse à tout le monde parce que du moment qu'on rentre sur le terrain, on peut avoir une idée de son niveau et savoir dans quel secteur on peut progresser. En quelle année vous avez eu l'idée? Comment ça s'est passé au tout départ? Qu'est-ce qui a provoqué finalement le déclic?
Alors en fait, c'est une idée qui est très vieille, vraiment vieille. Donc c'était à l'époque quand j'étais en école d'ingénieur. Après plusieurs opérations des genoux, donc je viens du monde du football, hein, et après plusieurs opérations du genou, en fait, je n'ai fait que reculer sur le terrain. Donc je suis passé d'attaquant à défenseur en plusieurs années. Ce qui peut arriver. Voilà, et donc est née cette frustration en fait de ne pas être valorisé en tant que défenseur, en tant que milieu de terrain, autant qu'on l'est quand on est attaquant. Donc l'idée est très vieille, elle date d'une bonne dizaine d'années, et puis au fur et à mesure de mes expériences et des rencontres et des discussions justement avec Benjamin, on s'est rendu compte que finalement il y avait des technologies, il y avait des possibilités de développer des choses et d'arriver à avoir de la statistique et de donner de la vraie valeur donc à un joueur à la fin d'un match. Donc c'est ce qu'on a fait, on a démarré ça il y a 2 ans. Ouais. D'accord. Donc ouais, c'était en fin 2015-2016. On a démarré ça donc il y a 2 ans. On s'est associé avec Benjamin et puis on s'est implanté dans la région. On a créé la société il y a 2 ans. Et donc de là a découlé 2 ans de R&D avec 6 ingénieurs. Recherche et développement, avec 6 ingénieurs. Exactement. C'est votre métier de développer la technologie. Oui. Benjamin et moi et les autres personnes qui sont dans la société sont tous des ingénieurs ou des docteurs. Donc on a travaillé sur ça, sur vraiment la partie techno. Ça a commencé comment? Par une levée de fonds? C'est-à-dire qu'à un moment, on a le projet, on va faire appel à tous les acteurs traditionnels, la BPI, la région, la métropole, les incubateurs. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, parce qu'on ne fait pas de levée de fonds avec une idée. C'est très dur en France d'avoir une idée et de faire des levées de fonds avec ça. Donc il faut un dossier béton. Voilà, il faut un dossier béton. Donc avant d'arriver à une levée de fonds, on concrétise une idée, on développe quelque chose. Donc pour développer, par contre, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir toutes les structures qu'il y avait dans la région. Donc Pays d'Aix-Développement qui nous a aidés au tout début, BPI qui nous a aidés, et c'est ça qui nous a permis en fait de faire la R&D pendant 2 ans, de payer les gars pendant 2 ans, et d'arriver donc aujourd'hui à un produit commercialisable et donc une levée de fonds prochaine. Vous avez fait un tour aussi par l'incubateur Label de Mai, je crois, qui vous a permis d'évoluer. Les incubateurs, c'est l'avantage, hein, c'est que ça donne les outils et ça permet à des projets start-up, parce qu'on sait que le plus compliqué, c'est les premières années, hein, où il faut passer le cap des 3 ans, puis après celui des 5 ans. Combien d'argent il vous a fallu au départ? 200 000 euros, je crois que c'est ça, exactement. Là, on vient d'utiliser 200 000 euros sur 2 ans de R&D pour développer le produit Footbag pour le football à 5. Voilà, donc c'est quand même 200 000 euros de risque. Exactement, et une partie qui vient de nos deniers à nous personnels. Ouais, et puis j'imagine que le fait d'être issu d'une école d'ingénieur, de développer la technologie, on n'a pas forcément les outils au départ pour le marketing, pour la commercialisation, parce qu'on l'a vu sur les images là, qui ont illustré le début de cette interview. Les produits Sportbag sont en plus très bien finis, avec une application qui doit être la plus simple possible au niveau du tableau statistique. Donc il faut réfléchir à tout ça, il faut que ça soit bankable. Hein, alors, c'est en ça qu'on joue un rôle, donc les incubateurs et l'école des mines de Gardanne qui nous accueillent. Voilà, c'est toute la partie réseau en fait, on a eu accès à un réseau d'entrepreneurs et d'entreprises et de sous-traitants régionaux, donc de qualité, et c'est grâce à eux qu'on a pu aller voir donc, typiquement Natural Solutions, qui est la boîte qui nous fait toute la partie design et pour laquelle on est très content. Et ouais, c'est très réussi parce qu'effectivement, en plus c'est tout à fait dans l'ambiance des Five. Ouais. Titre personnel, je joue un peu, et c'est vrai c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on peut retrouver dans ces différents sites. Le football, est-ce qu'on peut imaginer d'autres sports? Est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres sports? On en parlera tout à l'heure, notamment avec les États-Unis, mais est-ce qu'on peut imaginer pour le tennis, le golf, le basket, le rugby? Alors, ce qu'on fait, c'est du sport collectif et de balle. Donc, pas de tennis, pas de golf, mais par contre, tous les sports collectifs et de balle, c'est-à-dire, donc là, nous, aujourd'hui, on est en train de développer le football à 5 commercialement, mais on développe la partie R&D du football à 11, évidemment. Derrière, on va faire le basket, le hand et le rugby. Alors, commercialement, avant de vous poser une petite question sur le CES aujourd'hui, vous vendez à qui? Vous vendez au club de Five, enfin au site de Five? Exactement. Ça. Et donc ça commence, ça prend, et vous avez des clients. Oui. Ah oui, notre cible marché aujourd'hui, pour Footbag, c'est les gérants de football à 5, en France et en Europe et aux États-Unis d'ailleurs. Et effectivement, on confirme qu'il y a un réel intérêt des clients. Aujourd'hui, c'est eux qui nous appellent pour se faire équiper. Donc la technologie Sportbag, on peut la retrouver en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais pas seulement. Non, ça sera très bientôt sur Paris et en Rhône-Alpes et de partout en France. Pas étonnant, parce que c'est vrai que comme on le disait avant cette émission, finalement c'est une idée simple. Comme souvent, les meilleures idées sont les idées simples. Encore fallait-il se lancer, prendre
le risque et trouver la technologie. Vous revenez du CES de Las Vegas. On verra ça aussi tout à l'heure, mais les Américains sont des dingues de statistiques. Quel bilan vous tirez de cette expérience à Las Vegas, la grand-messe de la nouvelle technologie et des startups? Alors, ça a été une superbe expérience au niveau professionnel et perso aussi, donc humainement ça a été vraiment super de participer à ce type d'événement-là. Hein. On ne connaissait pas, on était 3 à y aller de l'équipe Footback et on ne connaissait ni Vegas ni le CES. Donc voilà, ça a été super. Et au niveau professionnel, on a pris de très très bons contacts aux US et en France, mais je laisserai Benjamin en parler plus tard. Et puis la French Tech qui s'exporte et qui a un vrai beau projet aussi. Hein, tout à fait, qui nous a bien aidé d'ailleurs. Voilà, qui est une marque aussi qu'on peut apposer aujourd'hui sur notre savoir-faire. Merci beaucoup. Merci on va se retrouver donc avec Benjamin Simeoni, qui est l'autre fondateur de Footback d'abord et de Sportback désormais. On va parler du CES et des perspectives que cela ouvre. Mais avant cela, je voudrais qu'on regarde un petit reportage qu'on avait consacré notamment à votre technologie. C'est un reportage qui est passé dans notre journal avant le CES. Je précise bien avant parce qu'on en a fait un autre aussi après. Mais dans celui-là, on voit bien quelles sont les technologies que nous, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Bouches-du-Rhône, on a réussi à exporter à ce CES. C'est un reportage de Yantel Criado. J-5 avant l'ouverture du CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l'innovation. Au Technopole de l'Arbois, l'événement est au centre des conversations. Tu t'en vas dimanche, c'est ça? Et je m'en vais dimanche matin, et toi? Dimanche matin, moi demain matin. Solable, la start-up de Pascal, fait partie des 20 entreprises métropolitaines qui s'apprêtent à s'envoler vers les USA. C'est un peu la Mecque de l'innovation, Las Vegas, donc on essaye tous de devenir le Jésus-Christ de Las Vegas. Et si Jésus marche sur l'eau, Pascal, lui, la purifie. Grâce à un processus inspiré de la nature, il transforme l'eau du robinet en eau minérale, utile pour les 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est un faisceau de lumière UVA qui va insoler en fait l'eau dans ce petit coffret. Et donc en 15 minutes, on aura assez envoyé de rayonnement UVA pour casser plus de 90% du chlore et détruire beaucoup d'autres sous-produits invisibles. Changement de décor, direction une salle de foot à Bouc-Bélair. C'est ici qu'est testé le premier prototype du Footback, un système qui permet aux joueurs du ballon rond de connaître leurs performances en temps réel. On a un objet connecté sur une chevillère qu'on vient scratcher sur le pied fort et on utilise un ballon Footback. La chevillère et le ballon vont communiquer pendant le match, les chevillères vont communiquer également entre eux et c'est grâce à ça qu'on récolte toutes les informations qui vont nous permettre après derrière d'avoir toutes les statistiques pour les joueurs. Nombre de dribbles, temps de possession, efficacité au tir ou encore influence sur le match. Les atouts et les faiblesses de chaque joueur sont enregistrés dans cette borne. Tels des professionnels, les amateurs peuvent accéder à leurs statistiques. Et c'est dense et c'est ce que recherchent en fait aujourd'hui les sportifs amateurs et principalement les footballeurs amateurs, c'est avoir leurs statistiques techniques. Alors pour se comparer, donc c'est ce qu'on permet de faire sur la borne, et 2 pour s'améliorer, parce qu'on connaît évidemment tout ce qui est cardio et tout ce qui est information physique via du Fitbit par exemple, via même des smartphones. Par contre, on ne sait pas quelle est notre influence dans le match. Et quelles sont nos statistiques réellement techniques, quelle est notre qualité technique dans un match de football. Autre innovation présente au CES de Las Vegas, ces puces fixées sur des drones. Elles permettent d'enregistrer et d'encadrer le trafic aérien en basse altitude. 300 000 drones sont vendus chaque année en France, mais beaucoup de leurs propriétaires ne connaissent pas la réglementation. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, certaines zones sont représentées donc de manière rose ou rouge qui correspondent à des zones interdites ou des zones privées dans lesquelles l'utilisation d'un drone ou d'un mobile aérien est restreinte ou interdite. FlySafe, c'est le nom de cette innovation, permet également de réduire le délai des autorisations de vol en préfecture. En moyenne, il faut attendre 2 semaines avant qu'un engin ne vole. À partir du moment où le drone est équipé de notre système et à partir du moment où on sait qui c'est qui est derrière le drone, s'il a les possibilités de faire voler ce drone-là en fonction des scénarios possibles, on ne va pas rentrer dans le détail, en fonction des conditions météo du jour, on va demander donc à la personne d'envoyer une demande d'autorisation de vol. Cette demande d'autorisation de vol va être traitée en temps réel, il va avoir le feu vert ou pas en retour immédiat. Ça lui permet de s'alléger administrativement de toute cette démarche qui est aujourd'hui très très complexe.
Avec 274 exposants, la France représente la deuxième délégation mondiale présente au CES. Allez, on est de retour sur le plateau d'Objectifs Réussite. C'est Benjamin Simeoni qui nous a rejoint. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc l'autre cofondateur de Sportback. On a vu ces quelques entreprises et vous-même qui êtes partis au CES de Las Vegas. Humainement et professionnellement, Gabriel nous disait que c'était exceptionnel. J'imagine que vous tirez le même bilan de cette expérience américaine, cette grand-messe de la nouvelle techno. Oui, sincèrement, c'est exactement ça. Alors, il faut savoir que déjà, c'est beaucoup de préparation. On travaille énormément, on a été préparé par la région. Il y a eu une personne, Sébastien Cotte, qui a été engagé par la CCI et la région Provence-Côte d'Azur, qui nous a encadrés. Ouais, pour vous coacher sur ce qu'il fallait faire, comment mettre en avant le projet. Énormément de travail, il y a beaucoup de choses à préparer, mais il y a aussi des choses dont il faut se méfier. Il faut savoir que le CES, c'est l'endroit numéro 1 de l'espionnage industriel. Donc, il faut faire attention à ne pas se faire copier les idées, parce que même quand on a des brevets, si en face de vous, vous avez par exemple des Chinois, il n'y a pas de respect de brevet là-bas. Donc, il faut faire attention. Typiquement, on allait avec des capteurs qui étaient factices, donc qui étaient vides. D'ailleurs, le seul capteur qu'on avait amené, on se l'est fait voler le dernier jour du salon. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir attirer les gens. Il faut leur parler en français. Il faut aussi savoir leur parler en anglais. Évidemment. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel à la base. Chez les Français, on sait qu'on a ce problème-là. Ouais. Exactement. Donc, même si on arrive à parler en anglais, il faut que c'est quand même un discours à roder. Il y a beaucoup de travail au préalable. Nous, on a été très bien encadrés. On a dégagé beaucoup de temps pour ça. C'est assez chronophage, mais c'est ultra intéressant. Ouais, on a senti que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'elle avait un stand là-bas, enfin en tout cas un espace, une délégation, a misé beaucoup sur la réussite des startups qu'elle allait mettre en valeur là-bas, qu'elle allait accompagner. Et effectivement, bon, c'est notre crédibilité aussi qui est en jeu. La question qui me brûle les lèvres, évidemment, c'est comment a été accueillie la technologie Sportback aux US, puisque ce sont des dingues de statistiques. Le basket, le football américain, le baseball, le hockey, le soccer. On y reviendra aussi parce que les universités se sont montrées très intéressées. Et j'imagine que pour vous, c'est presque un Eldorado, je veux dire, d'être capable d'aller leur proposer des statistiques comme ça. J'allais dire bon marché, même si ce n'est pas le cas, mais voilà, pour des équipes qui n'ont pas un niveau forcément professionnel. Exactement. Je vais te raconter une petite aventure. Dès que je suis arrivé à Vegas, j'ai pris le taxi pour aller à notre hôtel. Donc, on m'a demandé pourquoi j'étais venu à Vegas. J'ai raconté ce que je faisais. Et la première réponse que j'ai eue de la personne, du chauffeur, c'était « Oh, amazing, that's awesome ». Ils adorent les statistiques. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire pour eux. Ils ont ce besoin-là et cette mentalité de se comparer les uns aux autres. C'est inné en eux. C'est fait partie du sport. Ce que disait Gabriel tout à l'heure, hors antenne, c'est que même dans les bars, ils comparent le nombre de statistiques entre barman avec les robots, etc. Enfin, sur les cocktails qu'ils préparent. Enfin voilà, c'est vraiment des dingues de stats. C'est des fous de technologie, de stats. Le bar, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'était un bar où les cocktails étaient préparés automatiquement par des robots. Ouais, c'est ça. Et en effet, il y avait le nombre de mojitos qui avaient été servis dans la journée, le nombre d'autres cocktails avec des comparaisons, des graphiques. C'est vraiment extraordinaire. Ils sont très férus de data. Donc vous êtes arrivé sur un territoire finalement à défricher presque et qui est la proie, dans le bon sens du terme, idéal. Vous avez eu beaucoup de touches, je crois, avec des universités. Alors c'est vrai que nous, on connaît beaucoup le sport universitaire, en tout cas dans l'imaginaire, puisqu'on en parle beaucoup au cinéma, dans les séries. Il y a, sur les matchs de sport universitaire, les tribunes sont pleines. Il y a 80, 50 000, 60 000, 80 000, je disais, spectateurs qui assistent à ces rencontres. Et je crois qu'il y a une très importante ligue universitaire de soccer, de foot européen là-bas. Exactement. En fait, je crois que lorsqu'on est européen, peut-être encore plus quand on est français, on a tendance à négliger le marché du soccer aux US et dans les autres pays du monde. On a l'impression que c'est un peu les Européens qui sont détenteurs du soccer dans le monde. C'est pas vrai. Comme on pratique le football le meilleur au niveau du niveau de jeu, voilà, on oublie peut-être que là-bas, effectivement, ça marche beaucoup dans les universités. Notamment. C'est un peu un syndrome européen, je pense. Comme on est en effet les meilleurs, on a l'impression qu'on est les seuls. C'est pas forcément le cas. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 25 millions de pratiquants de soccer, ce qui est énormissime. En Chine, il y en a 26 millions. En Inde, il y en a aussi 25 millions. Donc c'est énorme. Ces marchés-là sont énormes. Et pour en revenir en effet aux États-Unis, on avait totalement négligé ce marché universitaire américain. Il faut savoir qu'il y a à peu près, si je parle de la première ligue de soccer universitaire, il y a 300 équipes. 300 équipes dont le budget annuel est d'environ au minimum 2 à 3 millions d'euros, ce qui est un budget très correct de club CFA en France. Donc le marché en valeur et en nombre, oui, seulement des universités, donc le marché en valeur et en nombre,
est énormissime. Donc en effet, ça a été pour nous une extraordinaire surprise, une bonne surprise. On a eu en effet des personnes qui sont venues nous voir qui disent voilà, moi en fait, je suis coach dans une université américaine, votre système ça m'intéresse énormément, j'aimerais pouvoir comparer mes joueurs pendant l'entraînement par exemple. Et on a eu plein de retours comme ça des États-Unis, mais aussi du Canada. Donc c'est un marché qu'on avait un petit peu. Le Canada aussi fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ils sont très forts en foot féminin. Elles font partie des meilleures équipes du monde, les équipes américaines et canadiennes. Donc voilà, il y a une vraie culture aussi quand même du soccer. Exactement. Et vous venez de dire, il y a une culture de la mixité dans le sport. Ce qu'on n'a pas forcément pour l'instant encore très bien ancré en Europe, c'est en train de se développer évidemment, mais aux États-Unis, il y a vraiment autant de femmes que d'hommes qui jouent au soccer. Alors quand on est 6 ingénieurs et docteurs français, avec une technologie qui fonctionne, mais qu'on arrive dans le grand bain des États-Unis, avec ces perspectives immenses, est-ce qu'on n'a pas un peu le vertige quand même? Parce qu'il faut pouvoir assurer derrière. Admettons que vous ayez ne serait-ce que 5% des universités qui utilisent votre technologie, bon, ça fait du boulot, quoi. Et il faut pouvoir derrière déployer le système. Il faut pouvoir déployer le système. Il faut, je pense aussi, faire attention à pas aller trop vite, à pas se brûler les ailes. Donc, il faut prendre les choses avec calme. Typiquement, on a une personne qui est venue nous voir par un salon, qui était envoyée par un Américain, un multimillionnaire, qui cherche un business, qui est passionné de soccer. Et donc, on discute avec lui, on lui raconte ce qu'on fait. Il dit ah oui, c'est génial, je parle tout de suite. Il parlait sur WhatsApp avec cette personne-là. La personne lui dit oui, c'est pour mettre $1 million sur la table, aucun souci, fais-les-moi venir. Donc, pour nous, c'est une super nouvelle. On dit ouais, très bien, ça touche, ça marche, c'est génial. Mais il faut faire attention, il faut se cadrer, il faut faire attention à où on va, à ce qu'on va faire et avec qui. Il faut choisir les personnes. Pas évident de garder la tête froide, c'est ce que vous dites. Exactement. Il faut garder la tête froide parce qu'en effet, parfois, à vouloir aller trop vite, on se crame les ailes. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut honorer aussi les promesses qu'on fait. Donc, c'est là où, effectivement, ça doit être touchy aussi. Il faut attaquer le marché petit à petit, conquérir le marché petit à petit. Il ne faut pas penser qu'on va d'un coup. Alors, les perspectives américaines, c'est une chose. On imagine aussi que vous pouvez vous ouvrir sur d'autres sports, d'autres sports collectifs, le basket notamment. Les perspectives en France, on l'a dit, équiper les sites de Five, de foot en salle. Et il y a toute cette dimension aussi des sports et des clubs semi-amateurs ou professionnels. On imagine par exemple qu'un club de Ligue 2 en France, qui n'a pas un budget exceptionnel, pourra faire appel à votre technologie parce que vous cherchez aussi ça, à faire un peu baisser les coûts et à pas assassiner au niveau du prix, j'imagine, les clients. Exactement. Alors justement, je vais en profiter pour parler encore une fois du CES. On a eu par exemple la visite de 3 personnes de la FFF. Donc, oui, c'est vrai que vous êtes. Exactement. Alors, parlons-en. On les avait déjà rencontrés au tout début. Donc, c'est la Fédération française de foot. Exactement, la Fédération française de football. Donc, on les avait rencontrés il y a plusieurs mois. On était au début du projet, on n'avait pas encore un produit disponible. Là, on les a recroisés, ils sont venus nous voir. On leur a dit qu'on avait un produit dispo, que c'était bon. Si vous voulez tester, on pouvait leur faire une démonstration. Et eux, ils nous ont dit directement si vous voulez, nous, on a un club de foot, enfin, un terrain de foot intérieur à Clairefontaine. Vous pouvez venir faire une démonstration, on peut faire venir des joueurs, tout ça. C'est très intéressant pour eux, surtout pour l'entraînement. Parce que les coachs ont envie d'avoir un outil qui va permettre directement de pouvoir comparer les joueurs, leur entraînement, changer les stratégies, des tactiques, faire tourner les joueurs avec des entraînements particuliers. Exactement. Parce qu'on a parlé de l'outil compétition entre amis le soir au Five, où on va pouvoir progresser aussi grâce à votre statistique, mais il y a un petit côté défi. Mais pour les gens qui sont dans la formation, la FFF notamment, voilà. Là, on a des informations à portée de main. C'est un outil pédagogique. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça pour dire également qu'un marché qu'on n'avait peut-être pas vu au départ, mais qui est très vite venu à nous, c'est le marché du sport pour les enfants. Les parents qui mettent leurs enfants dans des clubs ont envie d'avoir à la fin du mois, par exemple, un dashboard avec des résultats, des évolutions statistiques pour voir vraiment ce que font leurs enfants dans les clubs de football ou d'autres sports collectifs. Et ça, c'est un marché qui s'est ouvert à nous, qui est très intéressant. C'est le marché du pédagogique. Alors voilà, les perspectives sont belles. Justement, on l'a dit, garder la tête froide, c'est une chose. Comment on aborde l'avenir? Vous vous donnez des ambitions à quel terme? Est-ce que vous souhaitez évoluer sur 10 ans, 15 ans, 20 ans ou faites un peu pas au jour le jour parce que maintenant on est quand même bien avancé dans l'histoire, mais voilà, quels sont vos projets, vos perspectives et le temps surtout que vous vous donnez pour grandir? D'accord. Alors je pense que souvent on nous pose la question, on dit mais qu'est-ce que vous voudrez faire dans 4, 5, 6 ans? Je pense que quand on crée une entreprise, on ne la crée pas pour la quitter 3, 4 ans après. Donc une entreprise c'est vraiment c'est une histoire de vie.
Nous, au quotidien, on vit Sportback, on vit Footback. Gabriel et moi, on est liés, on l'a dans le sang, on décontraille le matin, c'est ça, on se couche le soir. Donc, c'est viscéral. C'est viscéral, exactement. Ça fait partie de nous, on a pris les risques qui sont attachés, ça fait partie de notre vie, avec les sacrifices qui sont associés et tout le bonheur que ça apporte aussi. Donc, qu'est-ce qu'on sera dans 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans? On ne pourra pas dire exactement ce qu'on veut faire nous personnellement. En revanche, on s'est fixé des objectifs, on va dire, financiers, qui sont les nôtres et qui vont également être ceux des investisseurs qui vont rentrer dans Sportback, en phase de levée de fonds aujourd'hui. Alors j'allais y venir, voilà, la levée de fonds, ça reste essentiel. Vous êtes en pleine phase de levée de fonds, c'est-à-dire que vous cherchez de l'argent pour grandir. Exactement. On cherche de l'argent pour 2 choses principalement, pour passer à la phase d'industrialisation et à la phase de commercialisation intensive. Ça demande beaucoup d'argent parce que c'est un déploiement national et européen dans un premier temps, puis ensuite américain. On est en phase de levée de fonds depuis quelques mois. On va sûrement, on va dire, peut-être clôturer d'ici 1 à 2 mois. Tout n'est pas encore finalisé. On a des investisseurs privilégiés identifiés. On est en fin de discussion avec eux. On attend d'avoir des retours. Après, c'est toute une négociation qui va rentrer en jeu entre eux et nous. Et l'idée, c'est en effet de pouvoir avoir de l'argent, mais aussi du smart money, à savoir des gens qui ont un réseau, qui sont passionnés par ce qu'on fait et qui ne voient pas juste comme une manne financière qui permet de décupler un multiplier. Et qui vont vous entraîner dans leur sillage aussi, dans les domaines qui les concernent. Une dernière question pour qu'on se rende bien compte quand même de ce que c'est que de créer une entreprise, surtout une start-up, de prendre les risques. Aujourd'hui, vous arrivez à vous payer? Après 2 ans, en général, on a du mal à se payer. Aujourd'hui, on ne se paye pas encore. Voilà. Pour être totalement honnête, on attend la levée de fonds, et c'est ce qu'on avait dit également aux investisseurs, c'est-à-dire que lorsqu'on lèvera de l'argent, comme tout start-upper, on commencera à se payer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a encore des aides au chômage, donc c'est souvent comme ça que les start-upers se payent au départ. Pour l'instant, on a encore quelques mois devant nous. Pas de souci à se faire de ce côté-là, mais on ne se paye pas pour l'instant. Voilà, et donc c'était pour dire que c'est quand même un sacerdoce et que voilà, c'est encore un long combat et que peut-être la voie que doit suivre la France, alors sans rentrer dans les considérations politiques, mais c'est une voie de simplification et peut-être d'être plus facilitateur pour les gens qui ont des idées et qui ont les moyens de les réaliser aussi, parce que quand on vous écoute, ça a quand même été compliqué. Il a fallu découvrir tout un tas d'étapes et d'embûches pour arriver là où vous en êtes et finalement ça marche bien, mais vous en êtes encore qu'au début de l'histoire. Très long chemin, mais c'est un très beau chemin. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation d'Objectif Réussite. On vous souhaite le meilleur. On sera d'autant plus fiers qu'une start-up porte aussi les couleurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Vous pouvez revoir cet entretien sur notre site internet www.provenceazur-tv.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et notre page YouTube. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Réussite sur Provence Azur.